Bonsoir à toutes et à tous. Donc Claude Janvier, écrivain, bon essayiste, ça fait une vingtaine d'années que j'écris, ça c'est pour que vous me situez à peu près. J'écris beaucoup de billets d'humeur que je publie en général vers des médias libres et indépendants. Et puis j'ai coécrit donc 2 livres avec mon ami Jean-Louis Zambert, qui est un journaliste d'investigation, qui a 50 ans de journalisme derrière lui, actif indépendant. Et on a coécrit notre premier livre, ça s'appelle Le virus et le président, paru fin décembre 2020, qui retrace un peu où on en est dans notre pays avant l'arrivée providentielle de ce petit virus, mais ça je vais y revenir. Et donc ce livre est toujours d'actualité puisque ça dépeint vraiment où on en est aujourd'hui en France au niveau culturel, industriel, social et dans le domaine de la santé publique. C'est une vraie catastrophe, mais je vais y revenir aussi. Et donc ça fait ce livre-là, Covid-19, le bilan en 40 questions, nous l'avons sorti le 26 mai 2022, très exactement. Et en fait, pourquoi on a écrit ce livre avec mon ami Jean-Louis? Parce qu'à force de discuter avec des gens, dans la rue, des commerçants, peu importe, au hasard de nos rencontres, on s'est très vite rendu compte du grand désarroi dans lequel les gens étaient plongés face à cette espèce d'énormité qui est tombée sur la tête de tout le monde à partir de janvier 2020. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire un bilan, c'est pour ça que ça s'appelle le bilan en 40 questions, c'est-à-dire c'est 40 fiches, pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Pour chaque fiche, le lecteur est renvoyé sur des rubriques en savoir plus, et qui sont donc des interviews de scientifiques, donc de vrais scientifiques, hein, pas les médecins de plateau TV, n'est-ce pas? On a interviewé aussi de vrais journalistes scientifiques, et on a évidemment réussi à plonger dans quelques rapports d'agences gouvernementales aussi. Donc c'est vrai que c'est pas un livre d'opinion, ça ne reflète pas ni les opinions de Jean-Louis ni les miennes, mais c'est vraiment un livre d'enquête, de faits, de chiffres. C'est-à-dire que voilà, ce qui veut dire que là tout est prouvé, tout ce que nous avançons dans notre livre est vraiment prouvé de A à Z. Alors, avant de plonger un peu dans le cœur du sujet, il y a eu quand même, je vais revenir quand même un peu sur tous les signes avant-coureurs qui ont jalonné l'arrivée providentielle de ce coronavirus. Parce qu'en fait, cette histoire de Covid-19, c'est bien évidemment, c'est un complot international, ça fait partie d'un complot international qui est en branle depuis très longtemps, je pense que là-dessus je vous apprends rien. Et que l'arrivée providentielle de ce virus n'est pas providentielle pour ceux qui l'ont organisé, mais a bien servi aussi tous les gouvernements, y compris la France d'ailleurs, pour masquer une réelle crise économique et industrielle qui existe malheureusement depuis fort longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Et là, je m'en réfère un peu à mes notes parce que j'ai quand même pas tout dans la tête. Et les signes avant-coureurs sont très intéressants, je vous en ai listé quelques-uns. En avril 1974, quand même à peu près 50 ans, dans un document rendu public qui s'appelle National Security Study Memorandum 200, un certain Henry Kissinger, que je ne vous présente pas, qui était quand même à l'époque conseiller à la sécurité nationale américaine, s'exprime en ces termes, et je le cite. « Le dépeuplement est l'axe prioritaire de la politique étrangère américaine dans les pays du tiers-monde. » C'est intéressant, en 1974, notre ami Kissinger, ami entre guillemets bien sûr, se fend de ce genre de déclaration. Ça c'est pour, tout ce que je vais vous dire là, c'est pour vraiment vous montrer en partie la chronologie de comment est arrivée cette affaire de virus. 22 mars 80, il y a un monument que vous avez tous entendu parler, qui a été érigé aux États-Unis, qui s'appelle le monument Gilderstone, Georgia Gilderstone, qui a été baptisé le Stonehenge américain. En fait, on n'a jamais réussi à savoir qui avait financé réellement ce monument et pourquoi. Alors pourquoi, on s'en doute un peu, parce qu'il y a 10 commandements qui ont été visibles sur ce monument. Ah, j'ajoute que ce monument s'est pris un coup de pelleteuse il y a 2 ans. Bon, peut-être qu'il avait fini de remplir son office. Mais enfin,
N'empêche que depuis le 22 mars 80, j'ai relevé quand même 3 des 10 commandements qui étaient inscrits sur ce monument. Et c'était traduit en 8 langues différentes, en anglais, en russe, en hébreu, en arabe, en hindou, en chinois, en espagnol et en swahili. Voici les 10 commandements que je vous cite parce qu'ils m'ont semblé intéressants. Maintenir l'humanité en dessous des 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Intéressant. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité, et ne pas être un cancer sur la Terre et laisser une place à la nature. Alors je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Klaus Schwab et de Thierry Malray qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Grand Reset. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Ne l'achetez pas, je vous dis de suite, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. C'est pas la peine d'aller donner 1 euro à Klaus Schwab. Mais je vous invite à le lire. Pourquoi? Parce que tout est expliqué dedans. C'est-à-dire que tout ce plan, en fait, qui se perpétue par une espèce d'élite mondialiste, apatride, sioniste et avide et cupide, tout est expliqué dans le livre de Klaus Schwab. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ils veulent vraiment diminuer la surpopulation de la Terre et bien entendu, ils veulent supprimer toutes les professions indépendantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, nous en sommes à vrai dire, au niveau alimentaire, il n'y a que 4 ou 5 groupes agroalimentaires qui commencent à sévir de plus en plus en Occident et presque sur toute la planète. C'est pour ça qu'on est envahi de plus en plus par de la malbouffe industrielle et c'est pour ça aussi qu'ils veulent fermer à moyen court terme tous les petits restaurants. D'ailleurs, tous les petits restaurants, il y en a encore un peu, mais dans 10, 15 ans, 20 ans, ils seront remplacés par des McDo, par des pizzas Domino, Hunt ou je sais pas quoi, enfin bon bref, toute la malbouffe industrielle. Tout ça, c'est prévu dans le bouquin, enfin c'est écrit dans le bouquin de Klaus Schwab. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'était, à mon avis, il fallait le souligner. Alors, de 96 à 2006, il y a eu donc le Project for the New American Century UPNAC, en fait, en congrès, et il y a des extraits intéressants aussi. Des formes avancées de guerre biologique qui peuvent cibler des génotypes spécifiques, peuvent transformer la guerre biologique d'un royaume de la terreur en un outil politiquement pratique. Alors, qui a écrit ça? Des dictateurs? Pas du tout. C'est Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, enfin toute la bande, vous savez, de néoconservateurs américains, qui effectivement font partie d'espèces de cette élite toujours pareil, mondialiste, etc. Ce sont eux qui ont écrit cela. Très intéressant quand même. 5 mai 2009, il y a eu une rencontre à New York organisée à l'initiative de Bill Gates. Je ne vous présente pas qui est Bill Gates, je pense que vous savez tous qui il est. Donc effectivement, et un grand promoteur des simulateurs de meurtre sur ordinateur par un Facebook, et de Warren Buffett aussi, spéculateur milliardaire, vous avez tous entendu parler de Buffett, et financier aussi de la Fondation Gates et de David Rockefeller. Bon, cette réunion a débuté par une présentation, gna de chacun des participants, etc. Et en fait, la discussion s'est transformée sous l'impulsion de Bill Gates en un consensus sur la surpopulation comme la cause supérieure qui englobe les autres. Ça, c'était le 5 mai 2009. 2012, c'est intéressant parce que vous avez les Jeux Olympiques de Londres et je ne sais pas pour ceux qui ont suivi l'événement, moi je l'ai suivi à l'époque et la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques de Londres était absolument... j'en suis tombé par terre presque. Je ne sais même pas comment qualifier cette espèce de cérémonie d'ouverture. Et il y avait donc le stade, imaginez-vous le stade olympique, des lits d'hôpitaux, des enfants couchés sur ces lits d'hôpitaux, des infirmières, enfin des gens déguisés en infirmières avec des grandes seringues en train de picouser les gamins, avec une musique du film L'Exorciste. Alors celui qui avait composé cette musique du film L'Exorciste, c'est Mike Oldfield, sur un album qui s'appelait Tubular Bells à l'époque. C'est dommage pour Mike Oldfield, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais pas là. Là, effectivement, cette musique, bon, c'était pas terrible. Bref, toujours est-il que, je vous donne l'ambiance. Il y avait aussi Rowling, celle qui a créé Harry Potter, qui était en train de déclamer un espèce je sais pas, de poème avec Peter Pan, etc. Il y avait des démons projetés, des ghouls, etc. Voilà.
Ça, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors vous allez me dire, comment on peut imaginer une seule seconde, comment on peut avoir une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se transforme en une espèce de séquence d'horreur, parce que ça n'avait... Ben, je veux dire, vous voyez un peu la dichotomie là. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que cette vidéo, enfin ce spectacle, évidemment été mis sur YouTube, mais les créateurs ont se dit, ah, vu la volée de bois vert qu'ils se sont pris, ils se sont dit, aurait peut-être été un peu trop loin, donc ils ont réduit la vidéo, et là, de façon à la rendre beaucoup plus acceptable. Mais pas de bol, moi j'ai été la récupérer sur Dailymotion. Alors je sais pas si elle y est toujours, mais je l'avais récupérée à l'époque sur Dailymotion, et effectivement, si vous arrivez à la retrouver, je vous invite un jour à la visionner, parce que vous verrez que c'est quand même 2012, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on hallucine, hein, pour employer un terme à la mode. Ensuite quoi? Ensuite en 2018, une chose intéressante. Oui, ça je trouve ça très intéressant. 2018 donc. La Banque mondiale commande des tests de dépistage du Covid-19 destinés à plusieurs États. Vous vous dites c'est intéressant, en 2018, la fameuse épidémie n'est toujours pas là, puisque comme vous le savez, elle est arrivée en janvier 2020, et la Banque mondiale commande des tests de dépistage pour dépister le Covid-19. Donc c'était destiné à plusieurs États. Et alors, évidemment, comme il y a eu une volée de bois vert aussi, alors Le Monde, le journal Le Monde, que j'appellerais moi l'immonde, mais enfin ça je pense que c'est financé par nos impôts et la fondation Gates quand même, et ils se sont dit, ouais non, c'est une capture d'écran qui est authentique, mais ça résulte d'une maladresse de nomenclature de la part de la Banque mondiale. C'est ça, prenez-nous pour des andouilles, on a tout compris. C'est vraiment assez incroyable. Toujours est-il que nous sommes en 2018. 2018, il y a aussi un autre fait intéressant. Il y a un haut cadre de l'OMS, dont j'ai oublié le nom, c'est un Norvégien, donc j'ai plus son nom en tête, qui s'est fendu d'une déclaration un peu étrange. Il a dit, voilà, il va y avoir une maladie X qui va déferler sur la planète, qui va être très dangereuse, et qui va être mortelle pour beaucoup de gens. Alors, venant de la part d'un organisme scientifique, c'est une véritable supercherie. Comment un organisme qui se dit scientifique comme l'OMS peut émettre une idée, l'idée qu'il va y avoir une maladie X, ma foi, qui va déferler sur la planète et qui va être hyper dangereuse et hyper mortelle. Chose plus étrange, l'OMS, après cette déclaration, a fait classer dans une liste baptisée Blueprint. Alors, liste Blueprint, vous pouvez la trouver en allant sur le site de l'OMS. Ils appellent ça une liste Blueprint, pardon. Ne me demandez pas pourquoi, ça s'appelle comme ça, mais il s'appelle comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand on consulte cette liste, il y a donc les virus dangereux, comme l'Ebola, comme le Marburg, comme le Zika, etc. Et nous trouvons dans la liste la maladie X, inscrite dans leur liste sur le site officiel de l'OMS. Ah oui, oh la vache quand même, un mec qui déclare quelque chose que la maladie X va arriver, et en plus c'est inscrit dans les virus dangereux. Alors vous vous dites quand même, là ça devient de plus... C'est quand même très étrange. Et nous sommes en 2018. Nous ne sommes toujours pas en 2020. 18 octobre 2019, je pense que vous avez peut-être tous entendu parler que là, ils nous ont fait l'Event 201 à New York, au Johns Hopkins Center for Health Security. Et là, ça a été... Bon, il y a eu tout un tas de pontes, hein, je vais vous épargner tous les noms parce que c'est fastidieux. Toujours est-il qu'il y avait à peu près une quinzaine de personnes. Et le but du jeu, ça a été de préparer... Qu'est-ce que peuvent faire un gouvernement ou des gouvernements face à une épidémie qui arrive? C'était quand même très intéressant, un exercice. Donc, dans cette fameuse Event 201. Et là, on se dit quand même, nous sommes le 18 octobre 2019. Et toujours pareil, ce fameux coronavirus n'est toujours pas là. Intéressant. Novembre 2019, Netflix, je vous présente pas Netflix, diffuse la saison 2 d'une série qui s'appelle Explained, une série documentaire qui prédit qu'un virus mortel apparaîtrait dans un des marchés insalubres du sud-est asiatique. Ça, c'est quand même aussi pas mal. C'est en novembre 2019.
Et pour annoncer cette catastrophe, je vous le donne en mille, le choix de Netflix se porte sur Bill Gates. Vous dites, ah bah mince alors, ça alors lui. Et là, il est représenté sous la forme d'un espèce de prêcheur illuminé avec une touffe de cheveux qui se dresse, comme ça, moi je pourrais même pas le faire, j'en ai plus là. Mais voilà, et puis il tape dans un tambourin. Enfin bon, bref, c'est Netflix. Alors c'est quand même novembre 2019. 5 décembre 2019, on avance un peu, on a une proposition de loi, là, cette fois-ci en France, déposée relative à la sécurité sanitaire. Ça c'est intéressant. On n'est toujours pas en janvier 2020. Et alors, on en arrive à janvier 2020. Rappelez-vous, janvier 2020, le 20 janvier, je crois, très exactement, si ma mémoire est bonne, Agnès Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, fait classer l'hydroxychloroquine, mais ça je vais y revenir tout à l'heure, en tant que substance vénéneuse. C'est intéressant pour un médicament qui est lutte contre le paludisme et qui est efficace depuis plus de 70 ans. Donc ça aussi, c'est très étrange. Et alors, j'ai relevé quelque chose de très étrange aussi, c'est que le 20 novembre 2020, après je vais revenir sur tout ce qui s'est passé, mais le 20 novembre 2020, nous avons le PDG, le cofondateur, pardon, de BioNTech. BioNTech est le labo qui a travaillé avec Pfizer pour élaborer leur fameux vaccin ARN messager, se font d'une déclaration devant le magazine Le Point. Et alors, c'était d'où il a expliqué le 20 novembre 2020, et ça a été relayé par Le Point, le magazine Le Point, le 12 décembre 2020, très exactement. Et donc, ce cofondateur s'appelle Ugur Sahin, et il dit « Il ne nous aura pas fallu beaucoup de temps pour élaborer le précieux vaccin. » Il se fend d'une déclaration, il dit « Voilà, nous avions déjà notre vaccin qui était prêt en janvier 2020. » Donc, le cofondateur de BioNTech avoue devant un magazine français en novembre 2020 que leur vaccin était prêt en janvier 2020. Alors, si c'est pas prémédité, on commence quand même de plus en plus à se poser des questions. Alors, je continue donc. Bon, alors en janvier 2020, ça commence à bouger, gna gna gna, l'histoire du virus apparaît, la Chine, etc. Mais ça, je vais y revenir. Du 21 pardon, au 24 janvier 2020, il y a le forum de Davos et il y a le lancement du programme international destiné à trouver un vaccin de type ARN messager. Ils n'ont pas perdu de temps, les mecs, hein. Du 21 au 24 janvier, on est à peine au début et il y avait 80 cas à peu près en Chine de Covid-19, hein. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Et le 10 mars 2020, c'est une date importante pour nous, la France, parce que, pourquoi cette date ? Parce qu'il est placé à la tête du conseil scientifique l'honorable, vénérable professeur Delfraissy. Delfraissy, pour mémoire, c'est le monsieur qui a œuvré avec Roselyne Bachelot à l'époque du virus H1N1 et du vaccin contre le H1N1 et qui nous a fait perdre en gros avec Bachelot 500 millions d'euros qui n'ont pas été perdus pour tout le monde puisque ça c'est parti dans la poche des labos qui avaient élaboré à l'époque le vaccin H1N1 et qui n'a servi strictement à rien puisque tous les vaccins sont partis à la poubelle. Évidemment, on ne change pas une équipe qui perd, selon Saint-Macron Ier, et on remet, bien entendu, on met Delfraissy à la tête du conseil scientifique pour gérer toute la crise sanitaire. Alors, il y a aussi alors ça, c'est le 10 mars. Le 11 mars, l'OMS lâche une formule tant attendue. Elle est tant attendue, pourquoi ? Il lâche la formule pandémie globale. Et pourquoi c'est une formule attendue ? Parce que figurez-vous qu'il faut mentionner l'affaire sordide des pandémiques bondes. C'est quoi ça, des pandémiques bondes ? Eh bien, figurez-vous que ce sont des obligations, c'est-à-dire des placements avec une échéance qui sont destinés à des investisseurs institutionnels. Et oui, ça existe. C'est des pandémiques bondes. Et à partir du moment où l'OMS dit « Hop, c'est une pandémie », paf, les mecs, ils touchent le jackpot. C'est intéressant quand même. Hein, je trouve ça magnifique. Ouais. Je vous le fais court, hein, parce que cette histoire de pandémie bonde, c'est très intéressant, mais là, je pourrais développer, mais bon, il y a plein de choses à développer. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Alors après, on arrive un peu dans tout le truc, hein, confinement, couvre-feu. Alors, les couvre-feux, moi, je n'ai toujours pas compris à quoi ça pouvait servir pour arrêter un virus.
La nuit, en général, beaucoup de gens dorment parce qu'ils bossent le lendemain. Et donc, je vois pas vraiment, moi, j'ai toujours pas compris comment un couvre-feu pouvait arrêter ou limiter un virus. Ça, j'ai toujours pas pigé. Mais bon. Alors, souvenez-vous, on a eu aussi droit aux attestations dérogatoires de sortie. Ça m'a rappelé l'école où il fallait montrer patte blanche avec papa, maman, quand je peux sortir, bien. Bref, sinon c'était la prune à 235 €. On en est arrivé aussi à des choses totalement ubuesques, comme par exemple le professeur Rémi Salomon, qui se fend d'une déclaration, alors ça devait être de mémoire fin 2020, c'était avant les fêtes de Noël, et il est donc au micro d'une radio, je ne sais plus laquelle, peu importe, et il se dit, voilà, pour éviter la contamination, et ben papy, mamie vont manger la bûche à la cuisine pendant que le reste de la famille va aller au salon. Et là, on s'est dit, on a touché le fond quand même, quoi. Il l'a vraiment déclaré, hein. Ça c'était quand même assez extraordinaire. Il y a eu aussi l'épisode, rappelez-vous, des plages dynamiques. À l'époque, c'était interdiction de s'asseoir sur une plage. En revanche, il fallait marcher. Alors c'est vrai que marcher sur une plage, apparemment ça évitait le virus, mais s'asseoir, ben non, là on se prenait le virus en plein dans le nez, et là, bah. Donc ouais, ça a été une succession de folies, mais alors le port du masque bleu, bien entendu, obligatoire, il a fallu porter la muselière tout le temps, quasiment. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'assez ubuesque comme ça aussi? Ah oui, il y a eu Jean Castex aussi, à l'époque où il était Premier ministre. À un moment donné, il se fait une déclaration, il dit « Prendre le café debout, c'est interdit ». Donc autrement dit, c'est mortel, parce que paf, vous prenez le virus, mais le boire assis, c'est autorisé. Ah ouais, putain, vache, assis, j'ai pas le virus, debout, je me le prends en pleine poire, et mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors... Ça a été le délire. Mais ça a été le délire, le problème c'est que ça n'a même pas été le délire à la française, hein. Ça a été le délire malheureusement dans tous les pays industrialisés de la planète et quasiment toute la planète entière, à part l'Afrique, où là, les mesures sanitaires, ils en avaient pas trop grand chose à faire. Mais entre les pays asiatiques, l'Europe et l'Amérique du Nord, enfin tout le continent américain du Nord et même du Sud, ça a été le grand délire. Alors, bien évidemment, le port du masque. On va traiter le port du masque, c'est un sujet qu'on traite quand même bien dans notre livre. Alors, le port du masque, si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais le masque, tu comprends, ça protège quand même, etc. etc. » Et puis j'ai mes raisons, ça je l'ai entendu plusieurs fois. Pourquoi vous portez le masque, madame? J'ai mes raisons. Ah oui, c'est intéressant, mais à part le fait d'avoir vos raisons, oui, non, mais parce que ça, on ne sait jamais, ça protège. Alors, ça, on le traite dans notre livre, c'est quand même assez intéressant. C'est que d'une part, quand les masques bleus étaient livrés dans des grands sacs comme ça, c'était bien marqué avec la note du fabricant, ne protège pas contre le coronavirus. C'est marqué dessus, ce qui était intéressant, j'ai regardé ces emballages, j'ai dit mais ça va, c'est marqué. Bon, j'ai dit allons-y, allons pêcher un peu plus loin. Avec mon ami Jean-Loup, donc, on s'est procuré un rapport de l'AFNOR. L'AFNOR, organisme des certifications et de la normalisation des produits, on est bien d'accord. Et ils se sont fondus d'un rapport. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui parle, c'est pas nous qui parlons, c'est l'AFNOR. Et ils se sont dit, voilà, le masque bleu chirurgical, ben non, ça ne protège pas contre les virus de la grippe et contre les coronavirus. Pourquoi? Parce que le masque bleu a un maillage qui fait 0,3 microns, et un virus, ça mesure entre 0,06 et 0,12. Donc, en fait, le virus, il passe comme il veut dans le masque. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens porter des masques, j'en vois encore dans les rues, surtout qu'ici, on est dans un quartier asiatique, et les Asiatiques, c'est un peu culturel chez eux. Enfin bon, c'est comme ça. Je me dis, mais ça sert mais à rien. En fait, ce masque bleu ne sert qu'à un chirurgien quand il va vous opérer en milieu stérile. J'ai bien dit en milieu stérile. Ça veut dire qu'effectivement, il est masqué. Pourquoi? Parce que s'il vous opère, s'il éternue, ou je sais pas, moi, s'il bave, il vaut mieux pas quand même que ça vous tombe dessus pendant qu'il vous opère. C'est la seule utilisation correcte du masque bleu chirurgical. Le reste, c'est de l'arnaque. Donc, ce qui veut dire que toute la planète a été obligée de porter un masque qui ne sert strictement à rien. Déjà. Alors, avant de passer à autre chose, je vais vous expliquer vite fait, on m'a souvent demandé les origines de ce virus et blabli et blabla. Alors là-dessus, je ne peux pas vous faire une conclusion à 100% parce qu'il est très difficile encore aujourd'hui
d'arriver à avoir les informations vérifiées correctes. Ce que je peux vous expliquer, c'est qu'avec Jean-Loup, quand même, on a essayé de bien trouver un peu les origines et d'où ça vient et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les SARS-CoV-2, puisque c'est le SARS-CoV-2, ce virus, ou le SRAS-CoV-2 en anglais, en français c'est le SARS-CoV-2, c'est de la famille donc, des coronavirus. Ces virus existent depuis, il y en a toutes sortes, donc peu importe. Celui-ci, il aurait été, donc il existe, il aurait été bidouillé à Fort Detrick, qui est un laboratoire P4 qui se trouvait, je parle au passé parce qu'il a été fermé depuis, qui se trouvait aux USA. Et ils l'ont bidouillé, ils voulaient faire des tests pour savoir si ça allait marcher, puis de toute façon ils avaient prévu leur coup, hein, donc, puisque avec tout ce que je vous ai dit précédemment, ils avaient prévu leur coup. Donc, à cette époque, on se rappelle que c'était juste avant l'organisation des Jeux olympiques paramilitaires qui devaient se dérouler à Wuhan en Chine. Donc, les athlètes américains paramilitaires ont été contaminés sciemment avec ce SARS-CoV-2. Ils sont partis faire leurs Jeux olympiques donc à Wuhan. De là, ils sont tombés malades. Il y a eu plusieurs cas, effectivement, où ils ont eu 8, 10 jours, 15 jours de fièvre, de pas bien. Ils ont contaminé les autres athlètes, bien sûr, puisqu'ils n'étaient pas tout seuls. Alors, de là qu'il y a eu une corrélation entre Fort Detrick aux US et le laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, très certainement. Ça veut dire que les Américains ont bidouillé le truc avec l'accord certainement du laboratoire P4 chinois. Il ne faut pas oublier que la Chine ce n'est pas un pays comme nous, c'est pas une république, c'est pas pyramidal. Vous n'avez pas un président qui descend et qui gère tout. En Chine, c'est un peu comme en Russie. C'est un pays c'est un pays fédéral un peu. Vous avez des provinces qui sont gouvernées et ils ne sont pas fortement d'accord avec le président en poste. Et en plus, vous avez des provinces qui sont plus du côté occidental que du côté chinois. C'est-à-dire, et la province de Wuhan est très pieds et poings liés avec les Américains, il faut le savoir, la province de Wuhan. Donc ils ont travaillé très certainement de concert. J'ai appris il y a peu qu'il existe un deuxième laboratoire biologique à Wuhan, parce que je savais qu'il y en avait un, c'était le P4, là, on le sait, puisque c'est Cazeneuve, l'ancien ministre qui était sous Hollande, qui avait inauguré ce P4. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un autre laboratoire biologique, mais il n'a pas la dénomination P4. Et donc c'est un laboratoire privé de recherche médicale de haute intensité, c'est-à-dire on est vraiment dans de la haute recherche en virologie aussi. Donc voilà à peu près ce qui serait le point de départ de toute cette saloperie, j'allais dire, enfin de toute cette horreur, et qui n'a paralysé toute la planète, mais ça c'était voulu. Alors, bien évidemment, on est sûr, avec mon ami Jean-Loup, de ce que je viens de vous dire là, on en est sûr à peu près à 90%. Maintenant, on n'a pas encore pu réunir tous les documents parce que c'est classifié top secret, parce que malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais ça va venir. Donc voilà un peu pour l'origine un peu de ce virus. Alors, après le port du masque, on l'a traité. Le test RT-PCR, je vais vous faire quelques mots là-dessus. Ça, c'est pareil, on le traite dans notre livre. Ce qui est intéressant, c'est que son inventeur du test RT-PCR, c'est un chercheur américain qui s'appelle Kerry Mullis, qui est décédé d'ailleurs dans des circonstances plus ou moins étranges, un peu. Bon, bref. On va me traiter de complotiste bientôt, voilà. Mais c'est pas grave. Alors, il faut savoir que Kerry Mullis s'est toujours fendu de plusieurs déclarations en disant qu'il avait élaboré ce test pour faire des recherches en virologie, mais que ce test n'a jamais été élaboré pour dépister si quelqu'un avait le SARS-CoV-2 ou pas. Donc déjà, ça n'a jamais été fait pour ça. Ensuite, comme en plus quand on vous gratouille le nez, les sinus, là, ils mettent ça après dans une machine, ça augmente les rapports, de vision apparemment et de ce qui ressort, ce qui veut dire que vous pouvez être déclaré positif, enfin tout et n'importe quoi peuvent surgir d'un test RT-PCR. Ça veut dire que vous pouvez être déclaré positif sans l'être, vous pouvez être déclaré négatif sans l'être, et vous pouvez aussi être déclaré positif sans jamais développer la maladie. Donc, c'est du grand n'importe quoi. En revanche, ça leur a beaucoup servi, parce qu'à force de faire des tests, eh ben, plus ils en faisaient, plus ils trouvaient des gens positifs, puisque les tests étaient déjà pas sûrs et que ça donnait des mauvaises réponses.
Et ce qui leur a permis, bien entendu, d'augmenter la dictature sanitaire, CQFD, si vous voulez. Plus il y avait de cas positifs, plus il fallait prendre des mesures, plus il fallait imposer des restrictions et des lois liberticides. C'est exactement ce qui s'est passé. On en est arrivé après au pass sanitaire, qui s'est transformé en pass vaccinal. Et bien entendu, on en arrive aussi à ces fameux vaccins, n'est-ce pas, puisque Pfizer, AstraZeneca, Moderna donc ont sorti ce qu'ils appellent donc des vaccins ARN messagers. Alors, afin de comprendre ce que c'est qu'un vaccin ARN messager, il y a un vaccin classique, c'est un vaccin qui est élaboré à partir d'un virus mort ou inactif. C'est le cas des vaccins tétanos, poliomyélite, etc., etc. Vaccin ARN messager, c'est autre chose. C'est une autre technologie. ARN, ça veut dire acide ribonucléique, c'est-à-dire en fait c'est des acides aminés que nous avons dans le corps qui permettent au corps de fonctionner. Je vous la fais courte parce que c'est un domaine un peu compliqué, mais je vous en parle un peu afin de bien comprendre. Donc en fait le principe, le but du jeu de cette technologie, c'est ils injectent quelque chose pour stimuler vos propres cellules de façon à obtenir une réponse, et une réponse de façon à ce que vous développiez des anticorps sur un virus donné, en l'occurrence le SARS-CoV-2. Sauf que, primo, cette technologie ARN messager n'avait jamais été testée sur l'homme, jamais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été testé il y a plus de 20 ans sur des animaux, des rats de laboratoire qui sont morts, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a survécu. Et ça n'avait jamais été testé sur l'être humain. Ce qui veut dire qu'ils ont inondé le marché avec des vaccins ARN messagers sans savoir, enfin si eux ils le savaient, ce que ça allait donner. Mais les gens ne savaient pas. Donc en disant de toute façon vous inquiétez pas, ça marche, en réalité non, ça ne fonctionne pas, mais en réalité dedans c'est un poison. C'est-à-dire c'est un poison pourquoi? Parce que d'une part, c'est même pas sûr du tout que ça augmente la réponse d'une cellule. D'autre part, il y a le fameux problème de la protéine spike qui enveloppe le virus et qui elle se développe de partout, stimulée par ce fameux produit bizarre là. Et tertio, ces espèces de liquides pourris contiennent du graphène. Et plus d'autres choses qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. En fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a réellement dedans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le plan derrière, à plus ou moins court terme, c'est de diminuer et de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus stériles et que les mecs aussi d'ailleurs. Ça, faut le savoir. De toute façon, ça commence à sortir, et là, cette fois-ci, j'en viens à un rapport scientifique d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Sabastier, qui est chercheur au CNRS, et qui est en train de sortir effectivement un document intéressant disant que de toute façon, l'injection de ces vaccins ARN messagers abaisse l'immunité du corps à 0. Ce qui veut dire que quand vous vous faites injecter, je suis désolé de vous dire ça, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont vaccinés, mais ce qui veut dire que le but de ces vaccins, c'est d'abaisser le système immunitaire du corps et de le rendre voisin de 0. Ce qui veut dire qu'après, vous vous baladez avec un système immunitaire très déficient et vous pouvez bien entendu choper n'importe quoi et malheureusement, pas tout le temps, mais vous pouvez en mourir. Vous pouvez mourir d'une pneumonie. Vous savez, c'est un peu le même problème que ceux qui chopent le sida. Le sida, c'est pas une maladie. Hein. Ils ont juste le système immunitaire à 0. Et évidemment, une personne, quand on a un système immunitaire qui est pas loin de 0, on peut mourir d'une pneumonie, bref, de n'importe quoi. On peut même mourir d'une grippe, etc. Donc voilà où on en est du problème. Alors, ça commence à sortir de plus en plus qu'effectivement, il y a de plus en plus d'effets secondaires graves, de plus en plus de décès dus à l'injection de ces liquides frauduleusement appelés vaccins. Nous avons pu documenter dans notre livre, Jean-Louis et moi, qu'en France, en ce moment, et ça c'est documenté, il y a 2600 effets secondaires graves par semaine en France. 1600 effets secondaires graves en France par semaine dus à cette bref. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai consulté les chiffres d'un site qui s'appelle Eudravigilance pour l'Europe et on en est à
pratiquement plus de 2 millions d'effets secondaires graves en Europe et on en est avec une mortalité due aux effets secondaires qui galope de plus en plus. Alors évidemment, c'est pas reconnu par les hautes instances médicales parce que la médecine s'est blindée. Elle se dit, ah, passé 3 semaines, on ne peut plus faire le lien entre le vaccin et l'effet secondaire. C'est bien pratique. Sauf que dans les faits, c'est absolument faux. Enfin, en réalité, je veux dire, c'est absolument faux. Mais ils se sont blindés, sans compter les contrats entre Pfizer et l'UE, où de toute façon, ils ont même dit, ils ont même écrit, pardon, que de toute façon, ils ne seraient jamais responsables de quoi que ce soit. C'est-à-dire, ils ne sont pas responsables des effets possiblement nocifs de leurs produits. Ils se sont dégagés toute responsabilité. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi, quoi. Alors, donc voilà à peu près où on en est. Il faut savoir que l'OMS aussi en 2020 s'est fendu en mars déclaration. J'en reviens toujours à cette OMS parce que l'OMS n'est pas du tout. C'est un organisme qui est de toute façon qui émane de l'ONU, qui est financé par les États et qui est financé par la fondation Gates et qui est financé aussi par la Gavi, laquelle Gavi a été fondée par Gates et qui est financé par le Rotary Club et par l'UNICEF. Donc l'OMS est tout sauf une organisation à laquelle vous pouvez avoir confiance. Et donc en mars 2020, en la personne de son directeur, qui s'appelle Tedros, je ne sais plus quoi, qui est d'ailleurs un criminel, et c'est un criminel ce gars parce qu'il est éthiopien et il a fait, je ne sais plus ce qu'il a fait en Éthiopie pour le peuple éthiopien, mais ça a fait mourir beaucoup de ses collègues éthiopiens. Donc ce mec est un criminel et il s'est fendu d'une déclaration en mars 2020 en disant de toute façon nous rentrons dans l'ère d'épidémie, on va parler maintenant de pandémie, d'épidémie et ça jusqu'à une date indéterminée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on en a malheureusement aujourd'hui où on en a malheureusement pas terminé avec cette histoire. Alors évidemment, j'ai lu là, hier ou avant-hier, que la HAS, la Haute Autorité de Santé, venait de dire qu'il se pencherait peut-être pas sur la vaccination obligatoire en France de ce fameux vaccin. Bon, je mets ça un peu entre guillemets, parce que pour l'instant, nous sommes toujours plus ou moins en essai clinique pour certains vaccins. Je ne me rappelle plus lesquels vont jusqu'en juin. On est toujours en phase 3, bientôt on ne le sera plus. Alors une fois qu'on ne sera plus en essai clinique phase 3, notre gouvernement aura toute légitimité pour dire « Ah, nous ne sommes plus en essai clinique, donc on va pouvoir, pourquoi pas, imposer la vaccination obligatoire à tous les habitants. » Ça peut nous pendre au nez. J'ai pas dit que ça allait arriver, j'ai dit que ça peut nous pendre au nez. En plus, pour l'instant, on est un peu donc dans cette espèce de... Alors, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que là, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes au courant de pas mal de choses, donc vous vous intéressez effectivement à tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faut se rendre compte que la majorité des gens, et c'est malheureux dehors, malheureux, je vais vous dire... Et j'ai le cas d'une amie pharmacienne, là, elle a refusé de se faire vacciner, donc ça a été un peu compliqué, elle s'est fait réembaucher dans sa pharmacie et tout, mais elle me racontait il n'y a pas longtemps que les gens rentrent dans la pharmacie et veulent toujours se faire tester pour un oui, pour un non. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il attrape un rhume, il court chez le pharmacien, « Bonjour, j'aurais un petit gratouillis dans les sinus, s'il vous plaît, pour savoir si j'ai pas le Covid, quoi. » Ça va. Et à Noël dernier, avant les fêtes de Noël dernier, elle me racontait que c'était fréquent, les gens rentraient dans sa petite pharmacie et elle dit « Ah madame, écoutez, on va bientôt manger de la bébuche avec papy, mamie, on voudrait se faire tester pour savoir si on a le Covid. » Bon, voilà. Faut pas... Il y a encore beaucoup de gens qui sont sous l'effet de cette espèce de, comment dire, de propagande qui a été... C'est pire qu'un bulldozer, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toute la propagande et de la propagande que nous subissons toujours, parce que il y a 15 jours, j'étais donc à Paris invité à une autre conférence, j'ai pris le métro, et la vache, toutes les 3 minutes, il y avait un message comme quoi, oui, le port du masque est recommandé, et alors respecter les gestes barrières, et tatati, tous les 3 minutes, j'ai dit, mais... Et en plus, la RATP, là, entre parenthèses,
et c'est illégal, leur message. Vous savez pourquoi c'est illégal? Parce que depuis août 2022, les institutions comme la RATP et la SNCF ne devraient plus diffuser des messages sanitaires. Donc ils sont en infraction quand ils le font. C'est ça qui est intéressant, ils continuent à le faire mais ils sont en infraction. Donc si vous voulez, voilà, alors maintenant, s'il y a des gens qui se sont fait vacciner, je vous donne un petit conseil, c'est vous pouvez contrecarrer un peu les effets quand même en prenant du glutathion, ça c'est entre nous, hein, je vous le livre parce que voilà, en prenant du glutathion, du NAC, NAC vous pouvez le trouver en pharmacie, du glutathion, ça va aider votre système immunitaire, ça va le booster. N'hésitez pas à prendre de la vitamine C à haute dose aussi, je vous fais pas une ordonnance écrite, hein, parce qu'on va m'accuser de médecine illégale, de toute façon je suis pas tout libre. Mais je ne saurais trop vous conseiller de le faire. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, vous pouvez prendre du glutathion, ça ne mange pas de pain, mais pour ceux qui sont vaccinés, oui, voilà, je ne pourrais trop que vous conseiller de le faire. Donc voilà à peu près où on en est. Ça fait partie, effectivement, à la question, est-ce que ça fait partie d'une conspiration mondiale? La réponse est oui. Est-ce que c'est voulu par une espèce d'oligarchie mondiale financière apatride? La question est toujours oui. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de ces considérations de crise sanitaire, c'est que vous avez tous conscience, je pense qu'aujourd'hui, la mondialisation a pris un aspect un petit peu différent quand même, en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons des géants financiers en face, nous avons BlackRock, Vanguard, State Street, qui gèrent quasiment toute la planète, et donc nous avons affaire aujourd'hui à une mondialisation disons, c'est une grosse finance internationale. Alors là aussi, évidemment, tous ces gens-là vont dans le même sens, c'est pour ça qu'ils utilisent ces espèces de crises sanitaires. Pourquoi ils l'ont utilisé? Parce que, d'une part, ça a bien fait ranger docilement toute la majorité de la planète. Hein. Tout le monde, quasiment une grande majorité de la planète a obéi comme un seul homme aux débilités sanitaires. Et donc ça rend la majorité des gens encore plus en esclavage, et ça bien entendu c'est voulu. Et plus on maintient la tête des gens sous l'eau, et moins ils n'arrivent pas à respirer, et ils n'arrivent pas à réfléchir à peu près tranquillement. Alors très rapidement, je vous fais pas un dessin, BlackRock aujourd'hui c'est 10 000 personnes, c'est 5 000 ordinateurs gérés par 2 900 personnes qui font la pluie et le beau temps sur la bourse internationale, sur les bourses internationales. Ils ont un point faible, c'est 5000 ordinateurs avec 2900 personnes. Un hacker un peu intelligent pourrait très bien pénétrer le système. Ça, c'est un peu leur point faible. Derrière, vous avez Vanguard, qui est actionnaire de BlackRock, qui eux ne prennent pas de capitaux extérieurs. Et là, vous retrouvez les 13 familles, toujours les mêmes que je vous fais pas un dessin, c'est les Rothschild, les Rockefeller, Morgan Sachs, c'est la famille Dupont, Orsini, Vanderbilt, etc. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans Vanguard parce que c'est eux. Et ils sont actionnaires de BlackRock et il n'y a pas de capitaux extérieurs. Et puis vous avez le petit dernier, c'est State Street, eux ils font à peine 3 000 milliards sur la planète, c'est pas beaucoup. Alors que BlackRock fait des trillions de dollars. Ils ont des investissements un petit peu partout. Je dirais un peu partout, donc déjà ils ont quasiment ils sont propriétaires de tous les médias américains. Et ils sont actionnaires de la grande majorité des multinationales américaines, et en Europe ils sont actionnaires quasiment de pratiquement toutes les grosses entreprises du CAC 40, et pour nous le CAC 40 et des autres bourses européennes. Voilà à peu près. Mais ce sont des géants au pied d'argile, ça veut dire que tout peut arriver, tout peut basculer à partir du moment où la majorité des gens, s'il y a de plus en plus de gens qui disent non, moi je dis toujours ça, je dis que tout le monde peut dire non. On n'est pas obligé de dire oui. Et si tout le monde dit non et quand tout le monde commence à rentrer en désobéissance civile, eh bien on peut y arriver, on peut gagner. Voilà, en gros, je vous ai synthétisé ça un peu rapidement, mais je sais que l'heure tourne, donc on va pas pouvoir, on pourrait développer ça toute la nuit, mais voilà. En gros, voilà, j'ai un peu fait le tour. Est-ce qu'on peut peut-être passer aux questions-réponses?